Donc, la dernière fois que je suis venue à Aix, dès mon arrivée à la gare routière, je me suis précipitée à la bibliothèque Mégène pour examiner le volume dont il sera question ce soir. Le conservateur, M. Philippe Ferrand, après un petit malentendu, car il n'avait pas été informé de ma venue, s'est montré d'une extrême gentillesse. Il m'a permis de consulter l'ouvrage et, exceptionnellement, je pense, il est même resté après l'heure de fermeture de la bibliothèque afin que je puisse profiter pleinement de mon bref séjour. Je crois qu'aujourd'hui, la situation se répète dans la mesure où ma présence l'exige à rester tard. Mais je le remercie de toute son aide, de m'avoir invité à revenir ici, vous parler, et je remercie également les amis de la Mégène pour avoir organisé cet événement. L'auteur de l'ouvrage que j'ai passé tant d'heures à examiner est Luc de Clapier, le marquis de Vauvenargues. D'autres si présents en savent sans doute beaucoup plus que moi, puisque je suis voltairiste et non pas spécialiste de Vauvenargues, mais je commencerai par poser rapidement quelques repères biographiques pour les non-spécialistes. Donc, né en 1715, d'où le fait que nous célébrons cette année son tricentenaire, le jeune Aixois développe tôt une sympathie pour le stoïcisme. Il est réputé enthousiaste pour Sénèque et les vies de Plutarque, et à l'âge de 20 ans, il entre à l'armée, lieutenant en second au régiment du roi. Il est envoyé en Italie, en garnison dans plusieurs villes françaises, et en 1742, quand il a 27 ans, il est envoyé à Prague. Là, l'armée est assiégée et Vauvenargues est nommé capitaine. L'armée finit par se retirer sous le maréchal de Belle-Île et le régiment de Vauvenargues échoua à Nancy. Il cherche à changer de carrière, il penche pour la diplomatie, mais sans succès, et en 1744, il rentre finalement à Aix. Là, il est atteint de petite vérole. Déjà de santé délicate, il ne s'y remettra jamais. Il se consacre désormais à la morale et à l'écriture. Encouragé par Voltaire, il déménage à Paris en 1745 et publie l'année suivante son introduction à la connaissance de l'esprit humain. Il meurt l'année suivante, 2 mois avant son 32e anniversaire. Il avait travaillé à une seconde édition de son ouvrage, mais ce sera finalement une publication posthume. La raison pour laquelle je suis ici pour vous en parler, c'est que Voltaire a annoté un exemplaire de la première édition de ce livre. De la seconde édition aussi, je pense, mais on ne va pas en parler ce soir. C'est une pratique, l'annotation, qui fut beaucoup plus courante au XVIIIe siècle qu'elle ne l'est de nos jours. Mais même pour son époque, Voltaire était un pratiquant particulièrement assidu. Il a écrit en marge de ses livres pendant plus de 50 ans, soit de la veille de son départ en Angleterre en 1726 jusqu'à sa mort en 1778. Les premières notes marginales connues furent, selon toute vraisemblance, couchées sur papier à la Bastille, mais la plupart ont vu sans doute le jour sous des conditions plus agréables, dans le contexte des bibliothèques ou des cabinets de travail. Il existe plusieurs témoignages au sujet de la pratique marginante de Voltaire. Il écrit lui-même à sa correspondante, Madame de Saint-Julien, « Ma coutume est d'écrire sur les marges de mes livres ce que je pense d'eux. » Un certain monsieur de Vrins raconte avoir vu chez Voltaire toute l'enfilade des pères de l'Église, chargés de notes et de commentaires. Le comte d'Entraigues a vu la princesse Potocka demander un volume à Voltaire chargé de notes de ses mains. Et enfin, Jean-Louis Vanière, le secrétaire de Voltaire, décrit les habitudes de son maître face à un ouvrage nouvellement reçu. Il avait la méthode, quand il recevait un ouvrage nouveau, de le parcourir rapidement, en lisant quelques lignes de chaque page. S'il s'apercevait qu'il y eut quelque chose qui méritât l'attention, il y plaçait une marque,
après quoi il relisait tout fort attentivement, et même 2 fois quand l'ouvrage lui paraissait intéressant et bien fait. Et il faisait des remarques aux marges. Il y en avait de très curieuses, ainsi qu'une quantité prodigieuse de signets sur lesquels il y a quelques mots écrits de sa main ou de la mienne. Ces témoignages, pour être connus, n'en sont pas moins importants. L'aveu de Voltaire à Madame de Saint-Julien, s'il est fait surtout pour désavouer la paternité d'un ouvrage scandaleux que certains lui attribuaient, en l'occurrence le christianisme dévoilé, qui était enfin du baron d'Holbach, ces témoignages ont cependant l'effet de diffuser la connaissance de ces pratiques, connaissance qui se répand au fur et à mesure du va-et-vient des visiteurs à Ferney, là où Voltaire habitait sur la frontière franco-suisse, près de Genève. À la mort de Voltaire, l'on s'intéressa soudain à sa bibliothèque. Bien des années auparavant, des ministres d'État avaient proposé de la confisquer afin de pouvoir se saisir de manuscrits dangereux qui pouvaient subsister parmi les papiers du patriarche et en empêcher la circulation. De sa dernière bibliothèque, il subsiste plusieurs descriptions, notamment de voyageurs qui s'arrêtaient à Ferney dans l'espoir de voir le grand homme. Par exemple, l'anglais Charles Burney en juillet 1770. J'envoyai demander si on permettrait à un étranger de visiter la maison, et je reçus une réponse à l'affirmative. Le domestique ne tarda pas à me chercher, et il me conduisit dans le cabinet où son maître avait été en train d'écrire, pièce qui ne se visite pas lorsqu'il est chez lui, mais comme il était sorti, j'eus le privilège de la voir. De là, nous sommes passés à la bibliothèque. Elle n'est pas très grande, mais les rayons sont bien chargés. Nous savons quelque chose également de la disposition des livres dans la bibliothèque, dans une de ces incarnations, grâce au catalogue qui contient de telles mentions que premier rayon en entrant à gauche jusqu'au poil, poésie et autres ouvrages à droite du poil in folio, ou encore pour l'Église, premier rayon en bas à droite en entrant. Mais les lectures de Voltaire n'ont pas toujours eu lieu entre les murs de la bibliothèque. J'aime à me faire lire à table. Les anciens en usaient ainsi, et je suis très ancien, écrivait-il au comte Argental en 1768. Quelques années plus tard, il écrivait au même « Mon cher ange, je vous écris de mon lit, c'est le pupitre des gens de 80 ans. » Il serait tentant de croire une part d'exagération lorsqu'il confie à la marquise du Deffand qu'il y a 3 ans que je ne suis sorti de ma maison, il y a 1 an que je ne sors point de mon cabinet, et 6 mois que je ne sors guère de mon lit, s'il n'y avait pas le témoignage de la part du secrétaire Vanière, qu'en général il passait la plus grande partie de sa vie dans son lit à travailler. Mais nous ne savons pas si c'était déjà le cas dans les années 40 quand il connaissait Vauvenargues. Marie-Louise Denis, la nièce et l'héritière du grand écrivain, prétendait avoir refusé 2 fois de vendre la bibliothèque de son oncle après sa mort à des souverains allemands. Le frère et le neveu de Madame Denis avaient la ferme conviction que la collection devait demeurer dans la famille. Lorsque Catherine II, l'impératrice de Russie, écrivait à Madame Denis, cependant, la réaction de la nièce fut favorable au chagrin de sa famille. Catherine avait entretenu pendant 15 ans une correspondance avec l'écrivain français et elle avait toujours proclamé la plus grande admiration pour Voltaire et pour ses écrits, qui avaient formé une partie importante de son éducation. Les négociations furent délicates. Madame Denis refusait de nommer un prix, dans l'espoir sans doute que cette discrétion inspirerait une plus grande générosité chez sa correspondante impériale. Celle-ci, cependant, était avide de renseignements sur la bibliothèque qu'elle se proposait d'acheter. Elle demanda à Madame Denis s'il était vrai que les livres contenaient un grand nombre de notes marginales. C'est Vanière, le secrétaire, qui répondit « Il est très vrai
que dans plusieurs volumes, il y a des notes marginales et des signets de la main de M. de Voltaire et de la mienne par ses ordres, sous sa dictée, très curieuse, mais il faut feuilleter les volumes. Les pourparlers entre la tsarine et la nièce ont abouti à la conclusion que la collection d'environ 4000 titres et environ 7000 volumes devait passer à Catherine, qui, elle, enverrait à Madame Duny une lettre de remerciement officielle, 30 000 roubles, une boîte avec son portrait, des fourrures et des diamants. Les souverains allemands n'étaient visiblement pas de taille. En octobre 1779, donc à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, 2 Français qui ne parlaient pas un traître mot de russe s'affairaient auprès de 12 grandes caisses. Il s'agissait de Jean-Louis Bagnères et de son compatriote, l'ancien cocher de Voltaire. Les caisses contenaient les 7000 volumes de la bibliothèque, scellés à Ferney et envoyés avec Bagnères et son compagnon d'abord par voie terrestre à Lübeck sur la côte allemande, puis par bateau jusqu'à Saint-Pétersbourg. Catherine avait d'abord formé le projet de faire construire une réplique exacte du château de Voltaire, et les plans du château ainsi que des échantillons des tissus qui servaient à recouvrir les murs et les fauteuils faisaient partie de la livraison. Mais ce projet grandiose ne se réalisa jamais, et Bagnères repartit pour la France après avoir installé les volumes de la bibliothèque. Exactement 200 ans plus tard, le premier volume d'une énorme entreprise éditoriale voit le jour. Le corpus des notes marginales, publié d'abord à Berlin-Est, puis à Oxford. Cette série reproduit en 9 tomes la totalité des marginalia de Voltaire, dans tous les volumes imprimés de sa bibliothèque, qui est conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Russie. Le 9e et dernier tome doit normalement paraître en 2016, mais un 10e tome est prévu, et celui-ci donnera les notes marginales que l'on connaît dans les livres qui ont échappé à la bibliothèque de Voltaire ou dont il fit présent à des amis et qui n'ont jamais pris le chemin de la Russie. Pardon ? Parle plus près. Je peux le laisser, oui, sauf qu'il risque de tomber. Voilà, c'est mieux. Donc, l'exemplaire de l'introduction à la connaissance de l'esprit humain de Vauvenargues, conservé ici à la bibliothèque Mégène et que certains d'entre vous ont peut-être vu à l'exposition, cet exemplaire occupe une place d'honneur parmi les livres dont les notes marginales seront éditées dans le tome 10 du corpus. C'est en 1743, quand Vauvenargues est encore à Nancy, qu'il semble s'être lié d'amitié avec Voltaire, amitié dont le germe est vraisemblablement une lettre écrite par le jeune capitaine à l'écrivain célèbre. Il y a longtemps, monsieur, que j'ai une dispute ridicule et que je ne veux finir que par votre autorité. C'est sur une matière qui vous est connue. Je n'ai pas besoin de vous prévenir par beaucoup de paroles. Je veux vous parler de 2 hommes que vous honorez, 2 hommes qui ont partagé leur siècle, 2 hommes que le monde admire. En un mot, Corneille et Racine. Il suffit de les nommer. Après cela, oserais-je vous dire les idées que j'en ai formées? En voici du moins quelques-unes. Et, chose intéressante à noter, la suite de la lettre est en partie reproduite dans le texte de l'introduction que Vauvenargues publie en 1746. Voltaire répond: « J'eus l'honneur de dire hier à monsieur le duc de Duras que je venais de recevoir une lettre d'un philosophe plein d'esprit, qui d'ailleurs était capitaine au régiment du roi. Il devina aussitôt monsieur de Vauvenargues. Il serait en effet fort difficile, monsieur, qu'il y eût 2 personnes capables d'écrire une telle lettre, et depuis que j'entends raisonner sur le goût, je n'ai rien vu de si fin et de si approfondi que ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. » Et Voltaire entame des réflexions également sur Corneille et Racine. Il conclut:
j'ai pris la liberté de remettre au Coche de Nancy un exemplaire que j'ai trouvé d'une des moins mauvaises éditions de mes faibles ouvrages. L'envie de vous offrir ce petit témoignage de mon estime l'a emporté sur la crainte que votre goût me donne. J'ai l'honneur d'être avec tous les sentiments, etc. Vauvenargues démissionne de l'armée en 1744. Après l'échec de ses tentatives de se lancer dans une carrière de diplomate, je l'ai dit, il rentre à Aix, où la petite Vérole met fin à ses ambitions. La correspondance avec Voltaire se poursuit toutefois, celui-ci réagissant aux écrits que Vauvenargues lui envoie. Aimable créature, beau génie, j'ai lu votre premier manuscrit, et j'y ai admiré cet auteur d'une grande âme qui s'élève si fort au-dessus des petits brillants des isocrates. Si vous étiez né quelques années plus tôt, mes ouvrages en vaudraient mieux. Mais au moins sur la fin de ma carrière, vous m'affermissez dans la route que vous suivez. Le grand, le pathétique, le sentiment, voilà mes premiers maîtres. Vous êtes le dernier, je vais vous lire encore. Je vous remercie tendrement. Vous êtes la plus douce de mes consolations dans les mots qui m'accablent. Et l'original de cette lettre se trouve également exposé à la bibliothèque jusqu'au début octobre. En 1745, Voltaire exhorte son jeune ami à monter à la capitale. Celui-ci, malgré une mauvaise santé, entreprend plusieurs projets, dont l'achèvement de son livre « L'introduction à la connaissance de l'esprit humain ». Il s'agit d'un livre de philosophie et de morale, abordant des sujets tels que l'imagination, le bon sens, la profondeur, le goût, les passions, l'avarice, la pitié, la haine, le courage, le bon et le beau. L'ouvrage se clôt sur une série de réflexions courtes et de maximes dans la tradition de La Rochefoucauld. Le livre est publié en février 1746. En février, Voltaire réagit donc au début de sa lecture. « J'ai passé plusieurs fois chez vous pour vous remercier d'avoir donné au public des pensées au-dessus de lui. Le siècle ne vous méritait pas, mais enfin il vous possède, et je bénis la nature. Il y a 1 an que je dis que vous êtes un grand homme, et vous avez révélé mon secret. Je n'ai lu encore que les 2 tiers de votre livre. Je vais dévorer la 3e partie. Je l'ai porté aux antipodes dont je reviendrai incessamment pour embrasser l'auteur, pour lui dire combien je l'aime, et avec quel transport je m'unis à la grandeur de son âme et à la sublimité de ses réflexions, comme à l'humanité de son caractère. Il y a des choses qui ont affligé ma philosophie. Ne peut-on pas adorer l'être suprême sans se faire capucin? N'importe, tout le reste m'enchante. Vous êtes l'homme que je n'osais espérer, et je vous conjure de m'aimer. Voltaire. Vauvenargues est très modeste, répond « Je ne mérite aucune des louanges dont vous m'honorez. Mon livre est rempli d'impertinences et de choses ridicules. Je vais cependant travailler à le rendre moins méprisable, puisque vous voulez bien m'aider à le refaire. Dès que vous m'aurez donné vos corrections, je mettrai la main à l'œuvre. J'avais le plus grand dégoût pour cet ouvrage. Vos bontés réveillent mon amour-propre. Je sens vivement le prix de votre amitié. Je veux du moins faire tout ce qui dépend de moi pour la mériter. J'attends impatiemment votre retour et vous remercie tendrement. » On voit à cette lettre qu'il était déjà convenu que Voltaire ferait des commentaires sur le livre de Vauvenargues et qu'il le lui rendrait. Cette correspondance est lacunaire, mais il semble que c'est vers le mois de mai que Voltaire aurait proposé donc de commenter l'ouvrage de son ami afin de lui permettre d'améliorer son texte et d'affiner son expression. L'opération conclue, Voltaire écrit donc vers le mois de mai « J'ai usé, mon très aimable philosophe, de la permission que vous m'avez donnée. J'ai crayonné un des meilleurs livres que nous ayons dans notre langue, après l'avoir relu avec un extrême recueillement. J'ai admiré de nouveau cette belle âme si sublime, si éloquente et si vraie, cette foule d'idées neuves, ou rendues d'une manière si hardie, si précise,
ces coups de pinceau si fiers et si tendres. Il ne tient qu'à vous de séparer cette profusion de diamants de quelques pierres fausses ou enchâssées d'une manière étrangère à notre langue. Il faut que le livre soit excellent d'un bout à l'autre. Je vous conjure de faire cet honneur à notre nation et à vous-même, et de rendre ce service à l'esprit humain. Je me garde bien d'insister sur mes critiques. Je les soumets à votre raison, à votre goût, et j'exclus l'amour-propre de notre tribunal. J'ai la plus grande impatience de vous empresser. Adieu, belle âme et beau génie. V. Pardon d'avoir lu tant de la correspondance, mais je pense que ça situe bien l'existence du livre. Donc voilà l'objet qui forme l'objet, le volume qui forme l'objet de notre séance aujourd'hui. Cet exemplaire de la première édition de l'introduction à la connaissance de l'esprit humain avec les annotations de Voltaire. Cet exemplaire permet de constater au moins 3 niveaux de lecture par Voltaire. Il y a d'abord des traces au crayon tout au long de l'ouvrage, surtout des lignes dessinées en marge, mais quelques notes également. Celles-ci semblent relever de la simple lecture et représentent probablement la première rencontre de Voltaire avec l'ouvrage, celle dont témoigne la lettre que j'ai lue tout à l'heure. Je n'ai lu encore que les 2 tiers de votre livre, je vais dévorer la 3e partie. Par ailleurs, il semblerait que c'est plus ou moins au moment d'écrire cette lettre que Voltaire s'est remis à tracer des traits en marge, car après 150 pages écoulées sans trace au crayon, elles reviennent à la page 310 que vous voyez là. On trouve quelques notes verbales faites au crayon aussi. Il s'agit pour la plupart de mots isolés, de corrections, donc ce mot « avec », je ne sais pas si vous arrivez à voir sur votre gauche, où Voltaire voulait remplacer la préposition « à » par « avec » selon la proportion qu'elles ont à votre esprit. Il a préféré « avec ». On peut lire également un commentaire plus général. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Non, on voit à peine sur l'exemplaire, c'est très estompé. Mais on arrive tout juste à distinguer comment a-t-on pu faire si bien étant si jeune. Vous voyez, je pense, le début du C tout en haut, là. Mais sinon, nous avons affaire au crayon à de simples lignes tracées en marge qui n'ont sans doute pas été dessinées avec l'intention d'être comprises par un tiers. Le crayon représenterait donc probablement une lecture privée dont les traces n'étaient à l'origine pas destinées à autrui. Mais ensuite, Voltaire a formé le projet de commenter le livre pour son auteur, comme nous l'avons vu. Le recueillement extrême dont il parle de cette relecture signifie, je crois, au moins 2 nouvelles lectures de l'ouvrage, après celle faite le crayon à la main. Dès la page 2, nous voyons des traces de 2 encres, l'une plus pâle que l'autre. La photographie ne rend pas toutes les nuances qu'on peut observer sur l'exemplaire, et la bifure de Vauvenargues en haut, au plan de la couleur, ressemble pas mal à l'encre plus foncée utilisée par Voltaire que vous voyez en bas. On voit bien qu'à l'encre plus claire, que nous pourrions appeler l'encre A, Voltaire fait une critique de la pensée et demande plus de logique, alors qu'à l'autre encre, l'encre B, il signale des défauts de style. Il marque le verbe estime et suggère juge pour le remplacer, et il porte l'attention de l'auteur sur la répétition du mot source. Ces distinctions ne se maintiennent pas dans le reste du volume. Les 2 encres représentent sans doute des temps successifs de la lecture, mais vouloir dresser la liste complète des traces appartenant aux 2 encres serait futile, car la rapidité de l'écriture et la quantité d'encre dans la plume participent tous les 2 à modifier l'effet de l'encre sur le papier, de sorte qu'il n'est pas toujours très facile à les distinguer. Tout au plus peut-on hasarder l'hypothèse
que l'encre A a précédé l'encre B dans le temps. Ici et là, on voit une note à l'encre B qui s'adapte sur la page à une note faite à l'encre A. Donc ici, par exemple, où l'adjectif différente que Voltaire a voulu ajouter est un peu coincé par-dessus l'autre note détail objet, que d'ailleurs je ne comprends pas. Il y a aussi d'autres exemples. Donc ici, Voltaire, dans un premier temps, a écrit l'exemple qui ne prouve pas qu'il faut risquer des fautes, et après il a ajouté « mais qu'il faut se faire valoir ». Ou encore ici, il est question de La Fontaine. Voltaire a écrit « c'est à cause de sa conduite », et plus tard il a ajouté « et de son ineptie dans tout le reste ». Après que Voltaire a annoté cet ouvrage, il l'a donc remis à l'auteur qui, lui, l'a relu en y apportant de nouvelles corrections en vue de la seconde édition. Les deux hommes donc recouvrent le volume de traits et de bifures sans les endroits où l'on peut lire des notes de la main de chacun et qui permettent de constater la couleur d'encre utilisée respectivement, brunâtre pour Voltaire et plus foncé pour Vauvenargues. On ne saurait distinguer entre les traces non verbales, donc par exemple ici le trait de Voltaire en marge et la bifure de Vauvenargues qui décide de supprimer cet avis. Voilà pour ce qui est de la chronologie de la lecture et des indices matériels. Qu'en est-il des annotations en soi? Avant de les examiner dans le détail, je vais dire quelques mots sur les notes marginales de Voltaire telles qu'on les trouve dans les livres de sa bibliothèque à Saint-Pétersbourg, afin de contextualiser celles qui font l'objet de mon propos aujourd'hui. Les notes sont principalement de trois sortes: des notes de repérage, des notes critiques et des notes autobiographiques. Les livres de la bibliothèque de Voltaire constituent pour lui une source importante de faits et d'exemples qu'il utilise dans ses propres écrits. La plus grande partie de ces traces sont des matériaux de repérage, souvent, mais pas toujours impliqués dans la genèse de ses ouvrages. Les volumes de sa bibliothèque sont de ce fait hérissés de signets, soit annotés, comme on voit ici dans l'histoire des Juifs, soit blancs tout simplement, et les pages sont scandées de soulignements ou encore de papillons, invention apparemment originale de Voltaire qui consiste en de petits bouts de papier déchirés, comme ici déchirés au signet qui était placé là, et collés à la page avec de la salive. Aujourd'hui, les papillons ont été collés à la page avec de la colle grâce au travail des conservateurs à Saint-Pétersbourg afin d'éviter qu'ils se perdent. Quant aux commentaires ou remarques, la seconde sorte de notes marginales, il s'agit de la catégorie des notes la plus étudiée, puisque ce sont les plus abordables et les plus compréhensibles. De temps en temps, on trouve inscrite sur une page de titre, ou encore au début ou à la fin d'un chapitre, ou d'une section, des notes qui portent un jugement sur l'ensemble du volume ou du chapitre, ou sur l'auteur. En écrivant sur les pages liminaires, en identifiant les auteurs anonymes, en ajoutant des informations supplémentaires, en laissant un commentaire mordant sur la qualité ou sur l'intérêt de l'ouvrage, Voltaire s'insinue dans les espaces laissés par l'imprimeur. Donc ici, par exemple, nous avons le faux titre de la théorie des lois civiles de Simon-Nicolas-Henri Linguet. C'est dans le grand blanc laissé sous le titre abrégé et la mention tome 1er que Voltaire choisit de suppléer son propre titre alternatif, ou théorie des paradoxes en déclamation fastidieuse, mais qui annonce de l'esprit. Assez critique, mais pas tout à fait dépréciateur. En revanche, son exemplaire des Erreurs de Voltaire, par Claude-François Nonotte, comporte au verso du faux titre, en miroir du véritable titre, la version voltairienne, Erreurs de Nonotte.
La page de titre même s'avère être la victime d'un véritable parasitisme entre les divers éléments, titres, épigraphes, tomaisons en fleurons. Le possesseur a inscrit une espèce de long sous-titre, de sorte à miler le texte imprimé. Les éléments manuscrits introduisent le volume comme étant un livre très impertinent d'un ex-jésuite nommé Nonote auquel on a répondu. Autre façon d'exploiter les blancs de la page de titre, autre façon de saper l'autorité de l'imprimé. En insérant ses propres mots entre les différents éléments de la page de titre, Voltaire assure que qui voudra lire l'ajout sera empêché de lire le texte imprimé. Un cas comparable dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, où une seule note s'échelonne sur 4 pages. À la page 78, Voltaire a écrit la première moitié du mot en marge, d'éclat. À la page 79, la fin du mot, mation, déclamation. Et on tourne la page pour lire puéril, déclamation puérile. Ce qui fait que si on veut lire le commentaire de Voltaire, on est obligé de tourner la page avant de lire le texte de Jean-Jacques. La note critique devient donc une sorte de note polémique. Les notes critiques peuvent aussi prendre la forme d'une espèce de dialogue. Que ce dialogue limité entre auteur et annotateur soit amical ou hostile, il semble que s'adresser directement à l'auteur constitue un moyen intuitif de s'engager avec un livre. Comme c'est le cas pour d'autres lecteurs, Voltaire peut distribuer des louanges, mais, et cela s'explique facilement, le mode le plus fréquent de la note marginale est d'affirmer une différence d'opinion. Par exemple, dans le drame Mélanie de Jean-François de la Harpe, le personnage éponyme est empoisonné. Un breuvage mortel m'arrache à l'esclavage, dit-elle, et Voltaire en marge dit « Il faut parler moins quand on est empoisonné ». Nous avons enfin un autre ouvrage de Rousseau, cette fois-ci la lettre à Christophe de Beaumont. Rousseau qui dit « Je ne dis point qu'il ne faut pas réprimer le vice, mais je dis qu'il faut mieux l'empêcher de naître. Je veux pourvoir à l'insuffisance des lois. » Objectif fort bien sans doute, mais que Voltaire juge peu réaliste. « Et quel est ton moyen ?» demande-t-il. « Oh, le fou !» s'exclame-t-il. Et enfin, dans la théorie de l'impôt par le marquis de Mirabeau, en fin de chapitre, Voltaire déclare « Il faut donner à l'auteur le premier prix en galimatia ». Un des volumes les plus apostillés est De l'Esprit, ouvrage de son ami Claude Adrien Helvétius, et il regorge de critiques. À la différence du volume de Vauvenargues, les annotations ne semblent jamais avoir été faites avec l'intention de les montrer à l'auteur. Mais néanmoins, Voltaire s'investit beaucoup en argumentant avec le texte. À la page 2, il réagit à l'affirmation en note que la différence intellectuelle entre la bête et l'être humain serait à expliquer par la différence entre les pattes et les mains. Voltaire n'y croit rien. Il dit « Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de mains, mais parce que leur cervelle ne vaut pas le nôtre. » À la page 3, 5 autres notes portent sur des sujets différents. Puis, à la page 4, face à une allusion à des peuples qui n'avaient d'autre langue qu'un gloussement semblable à celui du coq d'Inde, Voltaire revient à la question des pattes et des mains et retourne l'argument contre l'auteur. Cependant, ils avaient des mains, dit-il, dans la marge inférieure. Tel un véritable interlocuteur, Voltaire n'a de cesse de penser à des objections, d'apporter de nouveaux exemples, de poser des questions. Il ne s'adresse pas explicitement à l'auteur en l'interpellant, mais ses notes sont marquées au coin de la conversation par la répétition, comme nous venons de le voir. Regardons très rapidement enfin les éléments autobiographiques sur lesquels on peut tomber parmi les marginalia de Voltaire.
À la différence de Stendhal, dont les marges de ses livres constituent un espace qu'il utilise pour des notations personnelles de l'ordre du journal intime, les notes de Voltaire, qui tombent dans cette catégorie, ne dévoilent pratiquement rien que nous n'étions pas en mesure de savoir déjà. Il reste cependant qu'elles sont formellement autobiographiques dans la mesure où elles parlent de lui à la première personne du singulier. L'objectif de ces notes est donc loin d'être personnel. Le jeu dans les notes marginales, très discret, semble être la marque de notes ostensibles laissées pour la postérité. Malheureusement, je n'ai pas la photo ici de l'histoire naturelle de Buffon, donc ce que je vous montre, c'est un extrait de la transcription publiée. Mais en fin de chapitre, Buffon cite les Métamorphoses d'Ovide. Et en face, avant de se lancer dans une longue note sur la formation des montagnes, Voltaire dit « J'ai traduit ces vers d'Ovide il y a 40 ans ». Ces notations, chez Voltaire, sont éparses et discrètes, mais il semble qu'il s'agirait de témoignages, de traces de sa propre présence dans le monde littéraire et dans l'histoire. Il est question de prouver sa primauté, sa supériorité, souvent le fait qu'il aurait développé une pensée bien avant celui qui la propose. Ces quelques phrases, noyées dans l'énorme masse des notes marginales, participent à leur façon à la construction du moi voltairien et surtout à la mise en scène de ce moi, car il a fini par comprendre qu'après sa mort, on allait s'intéresser à sa collection et on allait lire les notes qui s'y trouvent. Les marges de ses livres, c'était donc un lieu où il pouvait s'adresser à la postérité. Voilà donc un rapide tour d'horizon des marginalia de Voltaire, où se situent les notes de l'introduction à la connaissance de l'esprit humain par rapport à ses tendances. Il s'agit majoritairement de simples corrections de style et de remarques critiques, donc à moitié ce que Voltaire pouvait faire sur un brouillon d'un de ses propres textes, et ce que nous l'avons vu faire en marge d'Helvétius. Ce qui pourrait ressembler obliquement à une notation autobiographique, hélas, les vieillards n'aiment guère, en marge d'un passage de Vauvenargues sur l'amour, est probablement davantage une plaisanterie un peu sarcastique. En 1746, après tout, Voltaire n'a que 50 ans, et l'histoire d'amour qu'il allait vivre avec sa nièce, Marie-Louise Denis, était encore à venir. J'ai donc essayé de classer les différentes notes selon des catégories. Nous avons d'abord la simple correction de coquille, où NO2TE devient évidemment notre. Voltaire a bien raison, on pourrait l'embaucher à la Fondation Voltaire pour corriger les épreuves. Mais sinon, la plupart, ce sont des corrections de style. Donc, à la page 54, Vauvenargues avait écrit « Nous avons vu ailleurs que l'âme influait beaucoup sur l'esprit », et Voltaire pense que c'est mieux de dire « Nous avons vu ailleurs combien l'âme influait sur l'esprit ». À la page 82, il rajoute un « au contraire », comme il en use au contraire en aimant, et il remanie la phrase plus bas en supprimant un verbe, en ajoutant un malgré soi, et ainsi de suite. Plus intéressant peut-être sont les corrections de contenu. À la page 78, nous trouvons supprimé le membre de phrase « Je n'y avais pas pensé d'abord ». C'est Vauvenargues qui partage avec le lecteur le processus de l'évolution de sa pensée, mais en fait c'est vrai que pour le lecteur du livre, on n'a pas forcément besoin de savoir dans quel ordre Vauvenargues a pensé aux idées. Ailleurs, Vauvenargues écrit que l'étonnement est une longue surprise, et Voltaire pose la question « Pourquoi longue ?» En effet. Et à la page 85, la paresse est pour Vauvenargues vient de notre impuissance et la tristesse de notre misère. Pour Voltaire, au contraire, c'est la tristesse qui viendrait de notre impuissance
et la paresse du manque de passion ou d'aiguillon. Donc c'est le genre de commentaire que Voltaire fait sur le fond de l'ouvrage. Pour les commentaires critiques, Voltaire disait vrai quand il écrivait à l'auteur « J'exclus l'amour propre de notre tribunal ». On y trouve des éloges, certes, de nombreux biens et beaux, des très bien, un admirable, un excellent, ou fin, profond et juste. Mais le but de l'opération était quand même de permettre à Vauvenargues de préparer une nouvelle édition revue et corrigée de son texte. Aussi trouve-t-on des commentaires moins flatteurs. Mauvaise expression et fausse idée, à la page 116. Chapitre plein d'idées trop communes. Manque de logique, louche, trivial. Voltaire, toujours à l'affût des équivoques et des comparaisons inexactes, lit ici de Vauvenargues « Les sots usent des gens d'esprit comme les petits hommes portent de grands talents », et Voltaire écrit en marge « Un sot est-il monté sur un homme d'esprit ?» Mais les commentaires ne constituent pas toujours des jugements portés sur le texte de Vauvenargues. À la page 92, il écrit en marge « Vous voyez la préface des abeilles, Shaftesbury et Pope, et ce sont des conseils sur de nouvelles lectures que Voltaire fait à son ami. » À la page 348, il écrit contre Pascal. C'est une simple constatation que la pensée de Vauvenargues contredit la pensée de Pascal. À la page 231, nous avons en marge les plats vers pour commenter cet extrait de vers, mais ce ne sont pas les vers de Vauvenargues, c'est du Corneille. Donc un peu dans la suite de leur premier échange épistolaire. Ici, on lit « Montaigne l'a dit avant et mieux », mais ce n'est pas une critique de Vauvenargues du tout, parce que le texte en italique est une citation de Pascal. C'est donc Voltaire qui commente Pascal en marge de Vauvenargues. Alors c'est presque le genre de commentaire qu'on trouverait dans la bibliothèque même de Voltaire, dans des volumes de Corneille ou de Pascal. Plus on avance dans le livre, et surtout dans le dernier tiers, consacré aux paradoxes mêlés de réflexion et de maximes, plus les annotations sont brèves, et plus on voit Voltaire se développer un système d'abréviation. Le B, tout simplement, pour bien ou bon, de temps en temps un TB aussi, M pour mal ou mauvais, obs pour obscur, trive pour trivial. On trouve même le laconique 2 et 2 font 4 pour désigner ce que Voltaire considère être des évidences, comme la nécessité de mourir est la plus amère de nos afflictions. Et ces 2 et 2 font 4 sont abrégés encore davantage plus loin en 2 et 2. L'amour n'est pas si délicat que l'amour propre. Ce sont encore des commentaires, mais rapides, péremptoires, codés. Dans quelle mesure Vauvenargues a-t-il suivi les conseils ou les suggestions de son mentor? À la page 302, les signes de suppression de Voltaire est accompagné d'une bifure de Vauvenargues, et effectivement, ce passage est absent de l'édition de 1747. À la page 10, expliqué, en effet, on trouve que le texte amplifié dans l'édition de l'année suivante. Ici, Voltaire donne une explication, il développe sa pensée sur ce qu'est la haine. Pour Vauvenargues, c'est une déplaisance dans l'objet haï. Pour Voltaire, la haine semble être une colère d'habitude, mais Vauvenargues ne prend pas en compte en faisant la seconde édition de son ouvrage. En revanche, ici, Voltaire a voulu dire qu'il y a une distraction assez semblable au rêve du sommeil plutôt que simplement au sommeil.
Et en 1747, Vauvenargues incorpore la suggestion de Voltaire à son texte. On trouve la même chose ici, où Voltaire voudrait remanier la phrase pour dire que la joie est un sentiment plus pénétrant, plutôt que les sentiments plus pénétrants sont connus sous le nom de joie. En effet, en 1747, c'est ce qu'on lit, la joie est un sentiment plus pénétrant. À côté de la méditation sur la foi, Voltaire a écrit à renvoyer dans un autre ouvrage de piété. Vauvenargues n'a hélas jamais fait un autre ouvrage de piété, mais il supprime cette méditation dans la seconde édition. Parfois, Vauvenargues accepte le principe de la correction, mais préfère modifier le texte un peu différemment. Alors ici, c'est la seconde note, Voltaire voulait ajouter l'adjectif « seul », on n'est point à soi-même son seul objet. Vauvenargues accepte l'idée, mais il préfère l'adjectif « unique », on n'est point à soi-même son unique objet. Voltaire voulait ajouter la vertu « il est vrai » ne satisfait pas toujours nos injustes passions. Vauvenargues a préféré « à la vérité ». La vertu ne satisfait pas sans réserve toutes nos passions. Exemple curieux, celui-ci, où la malignité criminelle devient, sous la plume voltairienne, la malignité perfide. Mais dans l'édition de 1747, on a la malignité profonde. Et je me demande, à cause de la ressemblance entre les consonnes du mot, s'il s'agit pas peut-être d'une fausse lecture de Voltaire, soit de Vauvenargues, soit éventuellement des deux abbés qui ont réalisé la seconde édition après sa mort. On ne saura jamais, mais on peut se poser la question. Quand Voltaire a écrit « Mauvaise expression et fausse idée » que nous avons vu tout à l'heure, Vauvenargues a réécrit le passage de façon complètement différente. On ne retrouve presque plus les mots de l'origine. Mais il y a des passages que Voltaire commente où Vauvenargues ne prend absolument pas en compte le texte de Voltaire. Alors ici, il cite M. Crouzas, et Voltaire demande à quoi bon citer Crouzas pour ne rien dire de plus que ce qu'il dit. Et comme vous voyez, en 1747, le texte reste absolument le même. Ici, Voltaire indique certains mots qu'il trouve, dont il n'est pas très content, notamment l'emphase, il dit n'est pas à sa place. En réécrivant, Vauvenargues change un des mots, mais l'emphase reste. Il y a une partie de l'ouvrage qui est intitulée « Conseil à un jeune homme ». Dans le texte, Vauvenargues s'adresse à quelqu'un, mon très cher ami. Et Voltaire pose la question, pourquoi cet air de lettres familières ? En effet, peut-être que cette partie du livre a eu ses origines dans des lettres ou un texte adressé à quelqu'un en particulier. Et Voltaire trouve que c'est étrange de garder cette façon de s'adresser au lecteur. Mais dans la deuxième édition, le très cher ami reste. Enfin, nous avons le bonheur de voir ici une correction de la main de Vauvenargues même. Voltaire donc a indiqué que le membre de phrase « perce la nuit du tombeau est vague et ampoulé ». Vauvenargues est bien d'accord finalement, mais il corrige lui-même le texte sur la page de l'exemplaire en remplaçant qui caractérise le génie. Et c'est bien ce qu'on trouve dans la seconde édition. Je vais conclure par
un exemple que je trouve assez émouvant. À la page 98, Vauvenargues écrit « Il y aurait là-dessus des réflexions à faire aussi nouvelles que curieuses. » Voltaire l'exhorte « Mais faites-les donc !» Et Vauvenargues réécrit ce passage pour 1747, mais je vous lirai le passage. Donc il dit « On pourrait entrer là-dessus, et sur tous les sujets que j'ai traités dans de détails intéressants. Mais mon dessein n'est pas de sortir des principes, quelque sécheresse qui les accompagne. Ils sont l'objet unique de tout mon discours. Et je n'ai ni la volonté, ni le pouvoir de donner plus d'application à cet ouvrage. » On sent que le Vauvenargues a 31 ans, il sent la mort qui arrive, il n'a plus l'énergie ou l'enthousiasme de consacrer à son ouvrage, et je trouve que c'est un peu triste de lire ce passage. Superficiellement, beaucoup de commentaires griffonnés dans ce volume ressemblent à ceux qu'on trouve en feuilletant les livres conservés dans la bibliothèque personnelle de Voltaire. Nous avons affaire à un dialogue avec l'auteur de l'imprimé. Mais à la différence de ces dialogues de sourds qu'on trouve à Saint-Pétersbourg, il s'agit ici d'un véritable acte de communication. Il y a une sorte d'intimité également, manifestée surtout dans les abréviations employées, qui montrent une certaine désinvolture. Entre Voltaire et Vauvenargues, nul besoin de cérémonie, ni de prêter trop d'attention aux apparences. Nous l'avons vu, les différentes techniques et couleurs d'encre dans le volume de Vauvenargues montrent l'intensivité du travail de Voltaire et relèvent des retours où non seulement il relit le texte de Vauvenargues, mais aussi ses propres notes marginales, en les modifiant parfois. Les couches de la notation dans l'exemplaire sont les indices du don qu'il fait à Vauvenargues, don de lui-même, don de son temps. Générosité sans complaisance, car le commentaire a beau contenir des louanges, la plus grande partie est constituée de critiques pour aider son ami à améliorer son ouvrage. J'aimerais clore mon propos sur cette lettre, vraisemblablement écrite par Voltaire à Vauvenargues après l'envoi de l'exemplaire annoté. Elle illustre de nouveau les sentiments d'amitié qui liaient les deux hommes. J'ai peur d'être né dans le temps de la décadence des lettres et du goût, mais vous êtes venu empêcher la prescription, et vous me tiendrez lieu du siècle qui me manque. Bonjour, homme aimable et homme de génie, vous me ranimez, et je vous en ai bien de l'obligation. Je vous soumettrai mes sentiments et mes ouvrages. Votre société m'est aussi chère que votre goût m'est précieux. Je vous remercie.